Donc, je me présente, Patrick Vincent, le directeur général de l'ESA. J'ai un peu d'écho ici. Est-ce que le son est bon au fond de l'amphithéâtre? Oui, d'accord. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'invitation de l'ESA pour ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Ces derniers jours ont été particulièrement riches en occasion de stimuler notre réflexion ici, appréhender la complexité de l'environnement dans lequel nous avons à nous positionner et surtout agir. La semaine dernière, nous accueillions M. Pierre Rabhi, qui est avocat d'une démarche de production agricole écologique. Et hier, lors des leçons inaugurales de l'ESA, nous accueillions M. Michel Cantu, ancien gouverneur de la Banque de France et directeur général du Fonds monétaire international, lui-même convaincu de l'importance du développement de l'agriculture en Afrique. Et nous avions également M. Éric Sadin, hier, un philosophe qui s'interroge sur la société numérique qui nous attend et qui joue un rôle de lanceur d'alerte. L'ESA a près de 120 ans d'existence et s'est évoluée. Les débats de ces derniers jours, et surtout ceux d'aujourd'hui, vont nous permettre d'entrer de plein pied au centre d'un mouvement véritablement tectonique qui affecte l'agriculture sous nos yeux, comme d'ailleurs d'autres domaines. Je veux dire par là la capacité de production massive de données sur nous-mêmes et sur notre environnement, la possibilité de traiter ces données automatiquement pour nous décrire nous-mêmes, décrire notre comportement et nous suggérer quelles décisions prendre. L'agriculture est un secteur d'activité qui revient sur le devant de la scène, comme nous l'observons tous. La compétitivité de l'agriculture française, l'alimentation en quantité et en qualité de 10 milliards de personnes en 2050, les énergies renouvelables sont autant de thèmes qui contribuent à cette nouvelle visibilité de l'agriculture. Dans sa stratégie ESA 2025, initiée cette année, l'ESA embrasse l'idée que plusieurs agricultures peuvent exister, qu'elles se justifient par l'existence de demandes diverses de la part des consommateurs et qu'elles doivent pouvoir coexister et se respecter mutuellement. C'est pourquoi l'ESA se positionne sans ambiguïté comme l'école de formation supérieure en agriculture, mais aussi de toutes les agricultures, du moment qu'elles sont performantes et durables. Notre nouveau logo, et le S associé au mot agriculture, est le symbole de cette volonté de former des spécialistes de différentes formes d'agriculture sans exclusive. Et le numérique a le potentiel de bouleverser toutes les agricultures. Quelles que soient les réserves que l'on peut émettre sur ces nouvelles technologies profondément disruptives, elles n'en demeurent pas moins un formidable outil de progrès pour produire plus et durablement, stocker et transporter avec moins de pertes, répartir mieux et gaspiller moins. Nier ou refuser le potentiel apporté par ces technologies serait presque criminel au regard des défis que doit relever l'agriculture et la filière agroalimentaire mondiale. Au-delà de la technique, ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée montrent l'importance que l'ESA accorde à la dimension humaine de la formation technique. La technique est au service de l'homme, mais le maintien de la compétence et de l'autonomie de décision sont des enjeux majeurs pour la pérennité d'une agriculture durable. L'ESA souhaite aider à stimuler la réflexion sur ces sujets, mais la chose est complexe et n'a pu se faire que grâce et aux côtés de partenaires que je souhaite remercier ici. Tout d'abord, le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, ainsi que le secrétariat d'État au numérique, qui nous honore de leur haut patronage, la région Pays de la Loire, Angers-Loire Métropole, Angers-Loire Développement, le Crédit Agricole, VG-Police, WeNetwork, la Cité de l'Objet Connecté, le CIVAL et Ouest France, la France Agricole et French Web. En combinant recherche et enseignement en électronique et agriculture, en ayant la communication et la connectivité, comme nous avons pu le voir ce matin à la Cité des Objets Connectés, Angers a le potentiel d'être un cluster privilégié
pour innover et expérimenter de nouvelles formes d'agriculture ou de production agroalimentaire. Nous avons d'ailleurs d'autres partenaires dans la région, les EO, les AIP, AgroCampus Ouest, etc., qui peuvent contribuer à ce cluster. Voilà, pour terminer, je voudrais dire que l'organisation de cet événement n'aurait pas été possible sans le travail remarquable des services de communication multimédia et informatique de l'ESA, au prix pour certains de nuit blanche, et je les en remercie vivement. Quant à l'idée de ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée, le crédit en revient à notre unité de recherche, le LARES, et à ses membres, et notamment Roger Le Gouen, directeur de recherche et titulaire de la chaire Mutation agricole de l'ESA, et Karine Daniel, directrice de recherche et responsable du LARES, véritable cheville ouvrière de cet événement. Leurs travaux de recherche vont, je l'espère, continuer à poursuivre cette vision et qui sont le fondement de ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Et j'espère que la poursuite de ces travaux et le succès de ces premiers rendez-vous nous permettra d'amplifier cette initiative dans les années à venir. En vous remerciant à nouveau pour votre soutien et votre présence, je passe maintenant la parole à M. Jean-Pierre Bernheim, vice-président d'Angers-Loire Métropole, en charge du développement économique. Je vous remercie. Merci. Monsieur le directeur de l'école, mesdames et messieurs, c'est évidemment au nom de Christophe Béchu, sénateur-maire d'Angers et président d'Angers-Loire Métropole, que je suis heureux d'ouvrir avec vous le premier colloque ESA Connect. Il me prie de vous demander de l'excuser car il est retenu par une autre obligation. La stratégie de développement économique que nous portons repose sur l'affirmation que ce sont les entrepreneurs et les entreprises qui créent l'activité et les emplois. Cependant, pour les y aider, notre responsabilité est de constituer un terreau qui leur est favorable dans une économie concurrentielle, en mutation rapide et permanente, mais aussi mondialisée. Pour ce faire, les atouts concurrentiels de notre territoire doivent être en permanence mis en avant et valorisés. Je vous propose d'en passer quelques-uns en revue afin de poser ESA Connect dans son territoire. Tout d'abord, il faut rappeler que dans notre vision, toute forme d'activité économique est égale aux autres et complémentaire. L'agriculture en est évidemment une. Dans le plan local d'urbanisme et dans le projet de la communauté urbaine en cours de rédaction, nous affirmerons qu'Angers-Loire Métropole a une grande chance de pouvoir allier des zones de développement urbain et des zones à vocation agricole. L'équilibre entre elles doit être maintenu. C'est en cet esprit qu'est par exemple conçue la zone horticole protégée de Saint-James-les-Ponts-de-Cé, mais nous savons tous que les agriculteurs font simultanément face à une révolution de leur métier, de leurs débouchés et de leur nombre. C'est dans cette vision que le 11 juin 2015, le président d'Angers-Loire Métropole et le président de la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire ont signé un contrat d'alliance avec la volonté d'affirmer l'identité végétale du territoire et le rôle économique et environnemental de l'agriculture. Parmi les thèmes qui ont été retenus par les deux présidents, nous trouvons en premier lieu celui que je vais vous lire. Contribuer ensemble à la troisième révolution industrielle et agricole, projet initié par le réseau des 3 chambres consulaires régionales qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs économiques autour des enjeux des transitions énergétiques, écologiques, numériques et sociétales et des opportunités de compétitivité et de croissance offertes par le développement d'une économie post-carbone et numérique. Et nous y voilà. Mais ceci étant, un des défis des collectivités locales, que ce soit la région, le département ou la communauté urbaine, ce sera de fournir le très haut débit aux agriculteurs, malgré leur dispersion sur le territoire.
Un des atouts majeurs de notre territoire est la qualité et l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le chiffre de 34 600 étudiants, qui fait d'Angers la 5e ville de France pour son taux d'étudiants, illustre bien cette importance. L'ESA, dans cet ensemble universitaire, a une place significative. Le groupe ESA est un pôle de formation et de recherche pluridisciplinaire dont les domaines de compétences s'étendent de la production agricole au cadre de vie. Comme cela vient de nous être rappelé par M. Vincent, l'ESA est l'une des plus anciennes écoles du territoire puisqu'elle a été créée en 1898. Elle compte 2500 étudiants, dont 10% d'étrangers, et plus de 200 salariés permanents, dont 45 enseignants-chercheurs. L'ouverture à l'international de ces partenariats et de ces diplômes labellisés par l'Union européenne, son souci permanent de mettre ses étudiants en contact avec le monde de l'entreprise, en particulier au travers de ces deux chaires mutation agricole et agriculture écologiquement intensive, ces 5 laboratoires de recherche, dont celui en sciences sociales pour l'organisation de l'agriculture et des territoires qui nous accueillent aujourd'hui, et dont je salue la directrice, Madame Daniel, montrent que l'ESA vit dans le monde d'aujourd'hui et prépare ses étudiants à contribuer aux défis agricoles et alimentaires de notre planète au XXIe siècle. Même si l'importance du campus universitaire angevin et son tissu économique sont importants, Angers ne peut pas se prévaloir de l'excellence dans tous les domaines. C'est pourquoi des choix sont nécessaires. Le premier est naturel et historique, puisqu'il date du roi René. C'est celui du végétal spécialisé, appuyé sur Végépolis, pôle de compétitivité mondiale, sur le campus du végétal, sur l'Office communautaire des variétés végétales et avec l'appui d'Angers Technopole. La compétence végétale est organisée au sein d'Objectif Végétal. Ce centre, dit RFI, c'est-à-dire Recherche, Innovation, Formation, est une stratégie régionale collective pour faire d'Angers le barycentre régional du Centre européen de référence sur le végétal spécialisé à l'horizon 2020. Le RFI Objectif Végétal est porté par l'Université d'Angers et réunit l'INRA, l'Université de Nantes, le groupe ESA, Agrocampus Ouest et Végépolis. Il est soutenu financièrement par la région des Pays de la Loire, Angers-Loire Métropole et par le Fonds européen de développement régional. Il compte aujourd'hui plus de 400 chercheurs. Le deuxième pied pour bâtir l'avenir d'Angers est celui des objets connectés et du numérique. Issu de l'histoire industrielle de ce territoire, avec ses fleurons qui étaient la compagnie des machines bulles ou Thomson, un tissu de plus de 900 entreprises et 7000 salariés s'est créé, avec des compétences aussi rares que celles, par exemple, d'Atos Bull, le fabricant des supercalculateurs, qui seront indispensables pour stocker le big data. Ce tissu d'entreprise se développe en symbiose avec un complexe universitaire dense et réputé autour de l'ESEO, de l'ISTIA et de l'ESEP, entre autres. Le secteur est depuis le printemps 2015 conforté par l'ouverture de la Cité de l'objet connecté, que certains d'entre vous ont pu visiter ce matin, et puis par la labellisation de notre territoire IoT French Tech, ce qui fait rejoindre Angers à la sélection étroite des villes de France qualifiées de métropole French Tech. Un deuxième RFI est porté dans ce domaine par le cluster WeNetwork et par l'Université d'Angers. Il s'est donné comme champ d'activité les smart systems. Il compte lui aussi plus de 300 chercheurs. Cette mise en avant des deux axes, du végétal et du digital, ne retire rien aux autres secteurs d'excellence reconnus à Angers, comme la santé ou le tourisme. Mais elle définit les deux axes prioritaires du développement et de la construction de l'image d'Angers. C'est à la lumière de cette stratégie de développement d'Angers-Loire Métropole qu'il faut comprendre le sens du premier ESA Connect. En effet, ce qui nous est proposé aujourd'hui est situé au croisement de nos deux axes végétal-digital.
il s'appuie sur la tradition humaniste de notre territoire en s'intéressant aux conséquences économiques et humaines de l'agriculture connectée. Sachant que, comme l'écrivait Jean Bodin, il n'est de richesse que d'hommes, je me réjouis de la création de ce colloque et je vous souhaite une excellente journée et des travaux fructueux. Merci. Voilà, donc, Monsieur Gilbert Cesbron, vous avez la parole. Oui. Bonjour à tous. Végépolis est heureux de s'associer avec l'ESA à ses premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. L'ESA est un de nos membres de la recherche et de la formation très actifs dans notre réseau. Végépolis est un pôle de compétitivité qui fédère les entreprises, les centres de recherche et les centres de formation dans le domaine du végétal. Notre rôle est d'accompagner nos membres dans leurs projets d'innovation. L'innovation concerne bien évidemment le végétal, mais aussi toutes les solutions pour le produire, dont celles liées à l'agriculture connectée. Aujourd'hui, il est possible de capter de plus en plus de données. Mais l'enjeu, c'est de définir celles qui sont pertinentes, rentables, utiles, compatibles avec des outils d'aide à la décision. Depuis 2 ans, tous les grands projets collaboratifs accompagnés par le pôle Végépolis, de type FUI, intègrent ces nouvelles technologies au service de l'agriculture de précision. 3 porteurs de projets viendront témoigner de leur innovation en cours dans les ateliers techniques. SMART concerne l'optimisation des intrants au sein de la parcelle, EVE concerne l'aide au pilotage de l'irrigation et VG Supply, la mutualisation de la logistique. Et plusieurs membres start-up feront part de leurs produits innovants au cours des agritech, au cours des agri-pitch, pardon. Mais toutes ces innovations entraînent des nouvelles manières de piloter et de gérer. Le producteur doit s'adapter et évoluer. La dimension sociologique est donc clé. Végépolis accompagne ses membres dans la révolution de l'agriculture connectée. Le pôle s'affirme sur l'agriculture de précision en mobilisant différentes compétences, équipement, machinisme, robotique, numérique, modélisation, capteurs, imagerie, etc. Les nouvelles technologies ouvrent le champ des possibles, mais elles ont besoin d'être confrontées aux réalités techniques, économiques et sociologiques. Cela explique pourquoi notre pôle, qui maîtrise les besoins et usages du secteur végétal, et WeNetwork, qui maîtrise, lui, les technologies et plus particulièrement la transmission des infos et des données, ont souhaité s'associer à cet événement de la chaire Mutation agricole de l'ESA. Nos rôles sont donc très complémentaires et très liés. Nous vous souhaitons à tous de très bons travaux. Bien, bonjour à tous. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Effectivement, l'agriculture dans le mouvement de numérisation du monde, c'est le thème que l'on a choisi pour ce séminaire de la chaire Mutation agricole. Ça a été dit. Cette chaire, elle a été créée en 2013. Roger Le Guen est son titulaire. Et notre objectif était et est toujours de créer du dialogue, des espaces de discussion entre nous, chercheurs en économie et sociologie, et nos partenaires. Et je tiens vraiment à les saluer parce que c'est important pour nous d'avoir des partenaires qui souhaitent investir ces thèmes de la sociologie et de l'économie agricole et rurale qui sont pas toujours des thèmes qui sont attractifs ou vers lesquels les organisations vont forcément. Mais la journée d'aujourd'hui nous montre bien que si on prend les angles qui sont les angles moteurs du développement, eh bien,
on crée des espaces de discussion larges. Et je tiens à dire qu'au premier séminaire de la chaire Mutation agricole, nous étions beaucoup moins nombreux. Et j'en salue d'autant plus ceux qui étaient là dès le départ. Et ils sont sur le PowerPoint, les chambres d'agriculture qui nous suivent et le Crédit agricole. Avec ces partenaires, nous cherchons à comprendre des processus de long terme. Et alors, cette journée est dédiée à la question de l'agriculture et du numérique. Je vais me décaler parce que je n'ai pas de retour d'écran. Alors, on cherche à comprendre des processus de long terme et on analyse les mutations agricoles dans leur globalité. Alors, je ne peux pas ne pas dire deux mots de la crise qui touche le monde agricole aujourd'hui et particulièrement l'élevage. Et à juste titre, certains journalistes, quand on a lancé cette journée, nous ont dit « Bien écoutez, n'est-ce pas un peu décalé de vous intéresser aux questions du numérique à un moment où l'agriculture a peut-être d'autres préoccupations ?» Alors, nous ne le pensons pas, évidemment, sinon nous n'aurions pas organisé cette journée. Nous devons analyser ces processus de long terme. Nous avons travaillé beaucoup sur la question de l'évolution des politiques publiques, de la suppression des quotas laitiers, par exemple, ou du découplage des aides directes à l'agriculture. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'acceptation des processus d'innovation dans l'agriculture et les changements dans les processus de production, dans les métiers, dans l'activité. Nos enjeux, c'est de comprendre les ressorts de la compétitivité de l'agriculture et c'est aussi de comprendre les ressorts de la durabilité sociale de ce métier, qui est un métier vers lequel, évidemment, on souhaite que beaucoup de jeunes puissent s'investir. On est ici dans une école d'agriculture. Alors, nous constatons que l'agriculture, et ça a été dit, n'échappe pas au mouvement de numérisation du monde. Et à ce stade, il nous apparaît important de pouvoir éclairer ce processus pour l'agriculture. Alors, ce processus pour l'agriculture, je l'ai dit, il revêt plusieurs caractères. Il est important en termes de processus de production, important en termes d'organisation et l'évolution de la circulation de l'information va évidemment modifier beaucoup le fonctionnement des organisations agricoles et des filières globalement. C'est important évidemment aussi en termes de compétitivité et on sait que pour avoir une agriculture qui soit pérenne dans le monde d'aujourd'hui, et j'ai rappelé les éléments qui touchent l'agriculture en termes de crise et de mutation, impose effectivement de considérer cette dimension de compétitivité. Évidemment, l'agriculture de précision et l'agriculture numérique est beaucoup présentée comme et pouvant avoir un impact positif en termes d'environnement. Et on le verra, beaucoup de travaux sont conduits sous cet angle. Et puis évidemment, on se pose beaucoup de questions sur les enjeux sociaux, les enjeux pour la profession, pour le métier d'agriculteur. Et M. Vincent le disait tout à l'heure, on a eu le plaisir hier d'accueillir 2 belles conférences inaugurales dans cette école. M. Candessus nous a dit, oh, vous savez, le numérique, ça isole les agriculteurs. Ça peut isoler les agriculteurs et les individus. Et puis, M. Sadin nous a invité les étudiants à réfléchir sur ce que ça peut changer de manière structurelle dans notre monde et dans le monde agricole, le fait de numériser les activités, donc de pouvoir capter finalement les états de la nature et de pouvoir les lire à travers le prisme des technologies. Alors, évidemment, cette numérisation des activités agricoles n'est pas nouvelle dans l'agriculture. J'ai mis ici une petite publicité à l'époque qui a été diffusée par la Chambre régionale de Normandie, je crois, par les chambres normandes, à la grande époque du Minitel, qui nous montre que les agriculteurs sont une profession qui sont assez connectés et qui ont des taux d'équipement qui sont très élevés. L'évolution nous amène à des processus de numérisation qui vont aller vers des usages particuliers. Là, vous avez un exemple, par exemple, le système FarmStar, où on va utiliser des données à des fins très précises dans un but de faire évoluer les processus de production. Et puis,
j'ai mis la dernière illustration, c'est le mouvement dans lequel on est aujourd'hui, de production et d'utilisation de données massives qui sont interconnectées entre elles. Et là, on entre effectivement dans une nouvelle ère qui peut avoir un impact en termes de changement et en termes d'évolution. Alors, les questions que ça pose, elles sont évidemment au cœur de nos préoccupations. Quels impacts pour les métiers de l'agriculture ? Les agriculteurs, mais aussi l'environnement de l'agriculture. Et on travaille beaucoup, et c'est important, sur la question des conseillers agricoles, parce que le numérique peut remettre en question le travail des conseillers agricoles, et c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Ça peut aider, ça peut aussi perturber leur processus de métier et de fonction. En tous les cas, il faut avoir des connaissances là-dessus. Évidemment, quels enjeux en termes de compétitivité, et puis quels enjeux en termes de réduction de l'empreinte écologique de l'agriculture, donc l'impact sur l'environnement. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que s'il y a un intérêt, et on le voit bien ici, sur les questions d'agriculture et de numérique, aujourd'hui, peu de travaux traitent concrètement de cette question sous l'angle au moins des sciences sociales, donc de l'évolution sociale et économique. On doit constater par exemple que l'agriculture est juste citée, mais juste évoquée dans le rapport qui a été produit par le Conseil national au numérique, qui a été remis au Premier ministre en juin 2015. Et ensuite, et je profite de cette occasion pour remercier Renaissance numérique et Henri Isaac, qui sont en train de produire un livre blanc sur agriculture et numérique. Je pense que c'est le premier travail d'analyse globale qui est fait sur ce thème en balayant un spectre relativement large. Et je remercie Monsieur Isaac d'être notre grand témoin. Nous aurons le plaisir de l'écouter tout à l'heure et il aura le plaisir de nous dire quelques mots de ce livre blanc qui sortira dans à peine un mois. Donc, vous l'avez compris, on a peu de travaux qui sont finalisés. Néanmoins, en amont de la préparation de cette journée, on a voulu commencer avec les collègues et avec les étudiants à lancer quelques travaux. Et je vais vous présenter dans cette courte introduction deux études que l'on a faites. Une première qui a été réalisée par une étudiante de l'ESA en master, Morgane Delépine, qui a travaillé sur la révolution numérique et la compétitivité des exploitations. Donc là, un angle économique. Et le deuxième travail qui est présenté, c'est celui qui a été réalisé par un groupe d'étudiants d'Agricad, que je remercie au passage parce qu'ils ont beaucoup aidé à la mise en place de cette journée aussi, qui est une étude de positionnement des startups et des entreprises qui travaillent sur les questions d'agriculture et de numérique. Et je vous présenterai quelques résultats de cette étude. Alors, première étude, les effets du numérique sur la productivité, sur la compétitivité des exploitations. Quels sont les ressorts quand on prend cette question au plan de l'analyse économique? Premier élément qui est très important, c'est que l'élément fondamental, c'est que le numérique joue sur la productivité du travail. À travers des processus de formation, d'information, on a un effet positif sur la productivité du travail. Deuxième élément qui est important, on a une amélioration potentiellement forte de la productivité des charges variables, sous l'angle de l'optimisation de l'utilisation d'intrants, de fertilisants notamment. Troisième élément important, on a des effets attendus importants en termes de gestion du risque. La production de données, la production de data permet de créer évidemment des sources d'analyse, enfin des analyses qui vont permettre de mieux anticiper les choses et de mieux gérer le risque. La question qui est moins facile à trancher, c'est l'effet en termes de productivité du capital fixe, donc productivité globale. C'est que effectivement, les équipements vont entraîner un surcoût. Pour ceux qui vont le maîtriser parfaitement, on va avoir évidemment des gains de productivité qui seront potentiellement importants. Mais globalement, la question qu'on se pose, c'est si ce surcoût concerne toute la sphère agricole,
Est-ce que l'hétérogénéité finalement potentielle d'utilisation de ces outils par les différents agriculteurs ne peut pas entraîner un surcoût global pour le secteur? Donc voilà. Autre élément que je n'ai pas évoqué, que je mentionne là, c'est l'effet sur les coûts de transaction et sur l'organisation. Là, on va voir les effets en termes de fluidité de circulation de l'information au sein des filières et entre les agriculteurs eux-mêmes. Et ça, c'est très important parce que l'agriculture est un secteur où les réseaux sont très structurés. Les réseaux réels sont très structurés et il est intéressant pour nous de voir comment les réseaux numériques, la circulation de l'information peut éventuellement bousculer ces réseaux d'une manière différente. Alors, on a fait, Morgane de Lépine a fait une étude de cas sur un outil numérique qui est un système, un investissement chez un agriculteur dans un système d'autoguidage et de modulation de fertilisation azotée à partir d'images satellitaires. Donc là encore, on commence à enquêter des agriculteurs qui sont les agriculteurs les plus proactifs. Donc là, les retours en termes de rentabilité sont assez impressionnants. Cet agriculteur nous dit avoir rentabilisé son investissement qui a une hauteur, par exemple, là c'était 11 000 € en 2 ans. 2 années et juste sur le volet limitation des coûts en azote. Donc effectivement, c'est assez impressionnant, mais je réitère mon propos par rapport à l'hétérogénéité potentielle de ce type d'investissement, puisque là, on est sur un agriculteur qui est un agriculteur pionnier, qui regarde de très près sa rentabilité et l'utilisation de ce matériel. On ne peut pas évidemment dire que l'utilisation massive de tels outils produira des effets aussi importants globalement pour le secteur, pour la filière. Alors, le deuxième travail que l'on a fait en amont de la préparation de cette journée, c'est une étude de positionnement des startups et des entreprises du numérique qui sont positionnées, et des entreprises qui sont positionnées sur ce créneau agriculture et numérique. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par les étudiants donc de la formation AgriCadre ici. Ils ont interviewé 30 entreprises et ils ont cherché à établir une typologie finalement de ces entreprises par rapport à leur positionnement de marché. Tout d'abord, je tiens à signaler que une partie importante de ce travail est de repérer les entreprises et puis de réaliser l'enquête et d'avoir accès aux entrepreneurs et qu'ils veuillent bien répondre sur des éléments qui leur apparaissent souvent comme des éléments stratégiques. Alors, de cette enquête, je ne vais pas la présenter de manière exhaustive, mais je vous donne quelques faits stylisés qui ressortent très clairement avec toute la prudence que l'on doit mettre, évidemment, quand c'est une première enquête qui repose sur 30 questionnaires. Premier élément clair, elle se positionne sur des questions d'optimisation de la production avec un angle porté très clairement sur la limitation de l'utilisation des intrants. Ça, c'est un champ qui est très exploré, enfin très mis en œuvre. Deuxième élément important, on assiste très clairement à une très grande accélération de la création d'entreprises dans ce domaine à partir des années 2000. Troisième élément important, c'est que quasiment toutes ces entreprises destinent leurs services ou leurs produits aux agriculteurs. Elles le vendent souvent pas directement aux agriculteurs, mais leurs produits et services sont destinés, in fine, aux agriculteurs. Beaucoup plus marginalement, à notre surprise, des produits destinés aux banques et aux assurances sur les questions, évidemment, de gestion de risque que j'ai évoquées précédemment. Quatrième élément important, la moitié de ces entreprises ont une activité qui est 100% numérique, surtout celles qui se sont créées récemment. Et d'autres entreprises ont un profil où elles avaient une activité agricole préalable et elles ont développé un volet numérique. C'est un autre profil que l'on a pu étudier. Alors, quelles sont leurs activités? Première activité, production de données. Elles produisent majoritairement des données sur la base de capteurs embarqués. Le secteur des animaux et des bâtiments d'élevage est pour l'instant peu représenté.
ce qui entraîne un déséquilibre en fait, d'investissement de ces technologies entre le secteur des productions animales et le secteur des productions végétales. Aujourd'hui, on a les secteurs des grandes cultures et de la viticulture où les startups sont très, très actives et les activités sont très dynamiques, et on a moins d'activités dans le secteur des productions animales. Deuxième activité, évidemment, de ces startups et de ces entreprises, c'est le stockage des données, qui est un élément très important. Majoritairement, elles les stockent sans limite de durée, et majoritairement, elles ne les revendent pas, donc elles les utilisent en propre. Troisième type d'activité, c'est l'analyse de ces données. 80% de ces entreprises réalisent l'analyse de données elles-mêmes. Et puis ensuite, elles considèrent que c'est cet élément de leur activité qui est la plus génératrice de valeur ajoutée. Quatrième activité dans ce processus, c'est le conseil. Aujourd'hui, c'est l'activité qui est clairement la moins développée. Vous voyez ici sur ces graphiques que l'étape la mieux valorisée dans le processus de production de ces entreprises, c'est l'analyse de données. En vert, le graphique du haut, c'est la situation actuelle, et le graphique du bas, c'est leur projection. Donc, qu'est-ce qu'elles pensent comme étant porteurs d'avenir dans leur activité. Donc, premièrement, c'est l'analyse de données est à l'heure actuelle et restera, selon eux, le secteur le plus porteur de valeur ajoutée. Et ensuite, on voit que la question de la collecte des données baisse, enfin, l'acte de collecte de données baisse en termes d'importance donnée, en termes de projection de valeur ajoutée, au profit du conseil, et c'est important et intéressant en termes de dynamique. Alors, je vous le disais, leur processus de commercialisation, la majeure partie des activités, des produits, des conseils sont destinés in fine aux agriculteurs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vente directe, entre guillemets, aux agriculteurs est très marginale, et majoritairement, elle passe par des coopératives ou des concessionnaires pour valoriser leur activité. Alors, c'est un secteur qui est particulièrement dynamique. On a des entreprises qui affichent le fait qu'elles ont toutes, donc 100% déclarent une croissance positive sur les dernières années, et environ 50% déclarent une croissance supérieure à 20%. Et elles identifient comme moteur de cette croissance, premièrement, l'innovation, les processus d'innovation et l'innovation qu'elles portent. Deuxièmement, la conjoncture. Alors c'est assez anachronique par rapport au climat général, on va dire de l'économie en général et celui de l'agriculture en particulier. Elles déclarent bénéficier d'une conjoncture favorable sur leur marché. Et puis, troisième ressort de leur dynamisme, c'est le développement géographique des activités et leur périmètre d'action. Elles développent aussi en grande partie leurs activités à l'international. Élément qui nous apparaît important dans le contexte de notre école, c'est un élément de tension chez elles, c'est la recherche de compétences, et elles déclarent toutes avoir des projets d'embauche à très court terme. Et il faut noter que leur moyenne d'âge est un peu inférieure à la moyenne nationale des entreprises. Et elles vont rechercher des compétences, vous le voyez majoritairement à partir de Bac plus 5, même s'il y a quand même à partir de Bac plus 2 des possibilités d'emploi, mais de manière quasi paritaire, des profils soit agricoles, ingénieurs en agriculture, agronomes, soit des compétences du domaine du numérique et des technologies. Et ça, c'est aussi intéressant, évidemment, pour nous, parce qu'en termes de potentiel d'embauche et de développement, ça doit aussi nous faire réfléchir sur la formation de nos étudiants et surtout la capacité à pouvoir faire que, finalement, les étudiants de ces deux secteurs puissent se parler et surtout se comprendre. Alors,
Ces résultats sont évidemment des premiers travaux, premiers éléments qui sont à consolider. Mais je voudrais aussi mentionner qu'on travaille sur deux autres chantiers. Caroline Mazot, qui animera la table ronde qui va suivre, travaille actuellement dans le cadre d'un programme financé par l'Agence nationale de la recherche sur les usages du numérique par les agriculteurs. Et puis on va lancer un travail, et c'est Roger Le Gouen qui le pilote, sur la question des éleveurs face au développement du numérique. Je vous l'ai dit, l'élevage est un peu en retrait quant aux usages du numérique par rapport aux grandes cultures. Et il nous apparaît très important de travailler spécifiquement sur ce secteur parce qu'évidemment, les enjeux en termes de captation des états du vivant se posent de manière très importante dans les productions animales. Et évidemment, on a encore beaucoup d'autres idées, de projets et de partenariats à construire. Et c'est aussi l'objectif de ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Alors, premier rendez-vous, pourquoi ? D'abord parce qu'on peut peut-être espérer qu'il y en aura des deuxièmes, mais surtout parce qu'on a fait le constat au moment où on a voulu monter cette journée que peu de travaux existaient, mais surtout, il fallait créer les conditions de rencontre et il fallait créer les conditions pour poser les bonnes questions dans ce domaine. Et c'est l'objet de cette journée. Alors, cette journée est articulée autour de 3 tables rondes. Première table ronde, les transformations du métier d'agriculteur en régime numérique, qui sera animée par Caroline Mazot. Donc sur les usages du numérique par les agriculteurs. La deuxième table ronde, la collecte et l'utilisation des données de production via les objets connectés, qui est pilotée par mon collègue Abder Fadil. Donc là, une table ronde plus technique, moins sciences humaines et sociales. La troisième table ronde est consacrée au big data et au conseil agricole, et c'est Bertie Itaro qui animera cette table ronde. Leur objectif de cette table ronde, c'est vraiment de mêler le point de vue de chercheurs qui ont travaillé sur ce thème, et je remercie les chercheurs qui ont accepté de venir, puisqu'ils sont un peu les pionniers que l'on a repérés dans ce champ, d'avoir accepté de venir discuter avec des professionnels et des opérateurs. Il y a déjà eu une séance d'agri-pitch, il y en aura une deuxième ce midi, des agri-pitch qui sont spécialisés dans les différents secteurs que couvre l'école ici à l'ESA. Et je remercie sincèrement les collègues des différents départements et VGPolis d'avoir accepté d'organiser ces agri-pitch parce que c'est aussi important de pouvoir incarner les projets dans les différents secteurs. Il y a aussi 2 ateliers techniques qui sont pilotés et organisés par nos partenaires WeNetwork et VGPolis. Et ensuite, la journée sera conclue par notre grand témoin, Henri Isaac, qui apportera son regard plutôt numérique sur notre journée, et par Roger Le Gouen, qui est le titulaire de la chaire Mutation agricole, qui apportera le regard sociologique et lié à l'agriculture, évidemment. J'attire sur votre attention sur le fait, et nous en sommes très honorés, que Monsieur le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, nous fait l'honneur de venir à cette journée. Donc, il interviendra à 13h30 ou juste après 13h30. Donc, je vous remercie de pouvoir être dans l'amphi à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas un mouvement de foule au moment de son arrivée. Et en tous les cas, je le remercie vraiment de sa présence. Ça a été dit par M. Vincent, la journée est placée sous le double patronage du ministère de l'Agriculture et du ministère du Numérique. Dans le même esprit, nous avions fait cette demande aux 2 ministères pour pouvoir croiser les 2 angles, les 2 points de vue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste vous dire que cette journée, elle est faite pour vous, elle est faite pour les étudiants, elle est faite pour les partenaires. Vous l'avez compris, on pense qu'on aura peut-être plus de questions que de réponses lors de ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Mais en tous les cas, on espère que ces premiers rendez-vous seront à l'origine de beaux partenariats. Et en tous les cas, je vous souhaite une très très belle journée et une journée riche de questions. Merci à vous.
Alors, je me passe la parole à moi-même pour inviter, on va faire un petit changement. Donc, la première table ronde se passe ici. Donc, j'invite Caroline Mazot et les intervenants de la première table ronde à venir se positionner. Et en parallèle, nous avons un atelier technique. Et Emmanuel est à l'entrée de la salle là-bas avec la petite pancarte. Donc, ceux qui rejoignent l'atelier technique peuvent suivre Emmanuel qui guidera dans la bonne salle. Je vous précise aussi que nous avons un mur de live tweet et donc vous pouvez poser vos questions sur les tables rondes, y compris via Twitter.